Et la loi présentée et défendue par la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a limité les cas d'exemption. Donc, lorsque un Palestinien ou une Palestinienne va se marier avec un conjoint arabe israélien, il n'acquérera pas pour autant facilement la citoyenneté israélienne. Comme chaque lundi, nous avons le plaisir de retrouver Richard Darmon. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour Echalom. Alors, avec vous ce matin, nous allons essayer de survoler la fin de cette session parlementaire d'hiver qui s'est clôturée donc jeudi soir tard dans la nuit par le vote par la Knesset donc de cette fameuse loi sur la citoyenneté, cette loi qui a fait couler beaucoup d'encre, on peut dire, au cours des derniers mois. Elle est passée de justesse après un long suspense, mais finalement tout est rentré dans l'ordre à la dernière minute, sur la dernière ligne droite? Oui, comme vous le dites, Daniel, ce fut une victoire de justesse de la coalition Bennett avec l'adoption de cette loi, faisant suite à quelques 9 mois d'une longue saga parlementaire et justement quelques jours avant que la Knesset ne sorte en congé d'hiver, puisque ce sera le cas à partir de demain, donc le 14 mars, jusqu'au 10 mai, ou au 9 mai, donc un long congé parlementaire. Et donc, il était important pour la coalition de pouvoir faire passer cette loi. Elle a été adoptée notamment parce que finalement, les partis de l'opposition de droite, dont le Likoud, se sont joints disons, à une partie seulement des formations de la coalition pour l'adopter. Ce qui est logique, puisque c'est une loi sécuritaire que le Likoud, entre autres, avait soutenue pendant des années. Et le Likoud jouait une sorte de guérilla ces derniers mois pour faire obstruction au projet du gouvernement. Mais sur le fond, c'était évidemment une loi qui lui convenait. Et on se rappelle d'ailleurs que toute cette saga avait commencé lorsque le député frondeur du parti Yamina, Amichai Shikli, s'était retiré de Yamina et avait refusé de voter entre autres cette loi, ce qui a déséquilibré complètement le processus initial qui aurait dû se terminer l'été dernier. Et donc on a terminé avec cet aspect-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement au moment où les députés partent maintenant curieusement en vacances, en plein milieu de l'année, cette adoption va peut-être être non pas remise en cause, mais gênée d'une certaine manière. D'abord parce que, comme vous pouvez s'y attendre, avec l'appui du parti RAM, plusieurs associations, dont la grande ONG Adala arabe-israélienne, a déjà déposé hier, en début de semaine, un recours auprès de la Cour suprême pour annuler cette loi en commun avec RAM, ils estiment raciste et ségrégative. Je rappelle aux auditeurs qu'il s'agit en fait d'une loi qui limite les conditions d'accession à la citoyenneté par les conjoints palestiniens, donc qui n'ont pas encore de citoyenneté israélienne, d'arabes israéliens. Et la loi présentée et défendue par la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, à limiter les cas d'exemption. Donc, lorsque un Palestinien ou une Palestinienne va se marier avec un conjoint arabe israélien, il n'acquérera pas pour autant facilement la citoyenneté israélienne. D'ailleurs, c'est autre raison qui fait que on n'a peut-être pas dit le dernier mot sur ce dossier, c'est que le parti Meretz et le parti travailliste, ce jour-là, jeudi dernier, lors du vote, se sont abstenus, estimant, peut-être pas de manière aussi extrémiste que les arabes israéliens, mais estimant que cette loi prévoyait justement peu d'exemptions humanitaires et qu'elle était dangereuse. Et donc, il n'est pas dit non plus que Meretz et le Parti travailliste aient prononcé leurs derniers mots. Et ils appuieront sans doute les démarches des arabes israéliens pour annuler cette loi. Alors, il faut dire, pour conclure sur ce point, que ce vote à la Knesset est intervenu de justesse, comme on le disait, et ce vote a clôturé une semaine pas très facile pour la coalition Bennett, celle-ci a dû renoncer à 2 projets de loi qui étaient déjà bien engagés. Celui concernant les modalités de conversion au judaïsme, on en a déjà parlé, et le vote a été remis. Un projet de loi lui aussi très controversé qui est présenté par le ministre des Cultes Kahana. Et puis un autre projet, on en reparlera peut-être dans un instant, du ministre Guidon Sarr,
qui tente à limiter à 2 mandats seulement les fonctions de Premier ministre pour éviter des abus de pouvoir. Alors en conclusion, on peut prévoir, et ça c'est quand même assez inquiétant pour la coalition Bennett, que lorsqu'ils reviendront, enfin que les députés reviendront dans l'hémicycle au mois de mai, les choses ne sont pas très faciles avec la guérilla qu'a entamé le parti Raham, le parti islamique israélien dirigé par Mansour Abbas, puisque si vous voulez, de nouveaux événements vont intervenir, sont déjà intervenus. D'abord, quand même le signaler, vous avez peut-être fait déjà auprès de vos éditeurs, c'est que samedi dernier, donc 48 heures, a été créée à Gaza une coordination nationale par un accord entre les différentes factions palestiniennes, donc le Hamas, le Djihad de Gaza, pour soutenir les Arabes israéliens victimes, comme ils disent, donc de l'occupation sioniste. Et donc, on risque, avec cette coordination qui formalise en fait l'axe qu'a créé le Hamas lors de la dernière opération Gardien des remparts de Tsahal à Gaza, en poussant au soulèvement des Arabes israéliens à Jérusalem et aussi dans les villes mixtes, on risque d'avoir à nouveau une structuration et une permanence de cet axe entre les Palestiniens et les Arabes israéliens, et cela concrétise, si vous voulez, les buts du Hamas. Et puis, il y a aussi le risque qu'on connaisse de nouveaux troubles lors de la prochaine journée de la Terre, qui est prévue au 30 mars, donc dans moins de 3 semaines, notamment parce que le ministre Elkin, membre de la coalition, a décidé d'utiliser cette pagrasse, cette parenthèse parlementaire, pour relancer les plantations d'arbres qui avaient été annulées au moment de Toubou Shvat, de la fête de Toubou Shvat, et qui avaient donné lieu justement aussi à des émeutes du côté des Bédouins du Negev. Et donc, voici donc les dossiers qui risquent à nouveau de provoquer une rentrée parlementaire de printemps assez agitée. Alors justement, vous en parliez à l'instant, le ministre Guidon Saar poursuit sur sa voie visant à instaurer des projets de loi qui peuvent d'une certaine manière garantir ou lui garantir, parce que parfois on a l'impression que c'est tout à fait personnel, lui garantir que Benyamin Netanyahou ne pourra pas revenir, quel qu'il soit, au pouvoir. C'est ce projet qui consiste à justement ne pas permettre à un Premier ministre d'être en fonction pendant plus de 2 mandats, 8 ans. Oui, alors en fait, il y a une dizaine de projets de loi, pas seulement dans ce domaine, mais les plus connus sont ceux entre autres celui que vous citez, le fait qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats de 4 ans, donc pour éviter que n'importe quel ministre, n'importe quelle faction s'accroche au pouvoir, alias évidemment Netanyahou, un projet de loi qui est très marqué. Guidon Saar, qu'on n'entend pas souvent, qui n'est pas toujours au premier plan, ministre de la Justice, tire les leçons à sa manière de la crise politique qui a duré plus de 2 ans en Israël, qui était très grave. Et puis il y a une loi parallèle, c'est le fait que un ministre inculpé devant les tribunaux ne pourra pas se porter candidat pour le renouvellement de son mandat. Il y a aussi une loi plus intéressante pour les citoyens, je dirais, du rang, qui protège les suspects contre certains abus de la police pendant l'enquête criminelle qui les concerne, en qualifiant les droits justement des inculpés, maintenant pas simplement des droits occasionnels, mais de droits constitutionnels. Un autre projet de loi, un peu parallèle, disqualifier des renseignements et des preuves, entre guillemets, qui seraient obtenus par la police et le parquet dans un procès de manière illégale, soit en retour de fuite, soit en faisant des pressions qui ne sont pas compatibles avec justement les droits de l'homme. Un 4e projet de loi va faciliter la défense des victimes de crimes sexuels et leur représentation gratuite devant la justice avec de nouvelles régulations. Il y a aussi une loi sur le transfert de centaines de prérogatives des magistrats administratifs locaux au tribunal de district, au tribunal habituel, ce qui va faciliter pour les citoyens l'accession et la saisine de ces tribunaux, parce que c'est plus facile de s'adresser à un tribunal avec une plainte personnelle qu'à un magistrat qui siège occasionnellement. Et puis,
Il y a 3-4 autres projets de loi, on les énumère sans les commenter. La loi de la régulation de la vente de cannabis à des fins médicales, qui est un des petits bébés, entre guillemets, du ministre Guillaume Sarr. Une loi réduisant les peines pour vente ou possession d'armes illégales. Une loi aussi qui prévoit de diminuer certaines peines très lourdes pour des infractions de trafic de connaissances ou de transmission de données informatiques, et puis aussi de certaines infractions du code de la route qui étaient certaines ne sont pas tellement punies et d'autres l'étaient trop, donc on rééquilibre dans ce domaine. Et enfin, un dernier projet de loi exemptant, et ça c'est intéressant aussi pour les citoyens du rang, et les citoyens de base, exemptant les Israéliens en situation financière difficile de certaines taxes et impôts, comme les rescapés de la Shoah, les enfants infirmes et les gens qui reçoivent des aides de l'État. Donc, Guidon Sarr a beaucoup travaillé, continue de travailler. Je n'ai pas expliqué, mais une partie de ces projets de loi ont déjà été adoptés en première lecture, d'autres, et donc ils attendent la seconde lecture, le second vote, puisqu'il faut en général 3 votes à la Knesset pour qu'un projet de loi soit les forces de loi. Et puis, et d'autres n'ont pas encore passé la première étape, mais ça va se faire sans doute au printemps. Alors, le dernier sujet, il nous reste, on va dire 5 minutes pour parler de ce sujet qui est un sujet d'actualité brûlante, c'est-à-dire le statut des réfugiés ukrainiens, la préparation, on va dire, de la commission parlementaire qui doit débattre justement de l'aliyah de quelques milliers, ou on parle même de dizaines de milliers de juifs ukrainiens, ou peut-être même aussi de juifs russes. Alors, quels sont les préparatifs et comment la Knesset se prépare à un tel afflux de nouveaux immigrants? Alors justement, du fait à la fois des demandes, de l'afflux et de la situation d'urgence en ce qui concerne à la fois les juifs qui veulent faire l'aliyah, mais aussi les réfugiés non juifs qui veulent en fait trouver asile en Israël, et sous l'effet de différentes demandes et d'un débat quelquefois houleux qui a émergé la semaine dernière lorsqu'on a vu des réfugiés non juifs attendre en stand-by, en s'asseyant par terre pendant des heures, voire même une journée et demie ou 2 à l'aéroport. Bon, suite à cette espèce de pagaille, la Knesset, la commission de l'Aliyah de la Klita de la Knesset a décidé de créer une sous-commission spécifique pour traiter ce dossier, donc de l'Aliyah des Juifs d'Ukraine et des non-Juifs. Ce comité sera supervisé ni plus ni moins par le président de la Knesset, Miki Levy. Pour trancher finalement l'un des débats les plus épineux, c'est pas tant l'accueil des Juifs, qui est de toute manière régulé par les dispositions de la loi du retour, c'est-à-dire du fait que toute personne qui peut prouver qu'il a un de ses grands-parents juifs, et même bénéficie, lui et sa famille, de la citoyenneté israélienne et donc de la possibilité de faire son aliyah, mais ça concerne surtout les réfugiés non juifs. Et le débat finalement qui a éclaté avec des manifestations devant différentes institutions et en fait est un petit peu exagéré, si je puis dire, parce que Israël, même avant de prendre les mesures qu'a décidé hier à Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, en augmentant les quotas, en augmentant sensiblement les quotas qu'Israël s'apprête à recevoir comme réfugiés non juifs, eh bien, Israël est resté le premier pays du monde à accueillir autant de réfugiés que par rapport à sa population, parce que évidemment toutes ces comparaisons doivent être faites en fonction du nombre d'habitants de chaque pays. Alors, ce débat a été relancé notamment en début de semaine hier par le ministre des Affaires de la diaspora, Nachman Shai, lui-même, de retour d'ailleurs d'Ukraine et des pays limitrophes, où il a été interviewé, il est intervenu en disant que il avait vu comment en Pologne, en Moldavie, des pays qui n'ont pas spécialement beaucoup de moyens, eh bien, on faisait le maximum pour accueillir ces réfugiés ukrainiens, et il a expliqué que pour des raisons à la fois morales, éthiques et aussi d'image de marque, Israël était tout désigné de par son histoire, de par ses valeurs éthiques,
pour devoir faire l'effort d'accueillir davantage de députés ukrainiens, de députés, il n'y en a plus beaucoup, mais plutôt de réfugiés ukrainiens. Et donc, si vous voulez, on est dans un moment où Israël va ouvrir davantage ses portes. Et on a commencé à le voir hier. Bon, ça pose un problème évidemment de contrôle et de stand-by pour accueillir ces réfugiés à la fois de manière provisoire dans les grands hôtels du centre du pays, et puis après de visas, de durée de séjour qui devrait en principe être limité à une période spécifique en rapport avec l'évolution de la guerre en Ukraine. Et dès qu'évidemment ces personnes pourront rentrer chez elles, tenter que la guerre puisse se terminer dans les semaines qui viennent, eh bien, ils n'auraient pas de reconduction de ce visa. Mais pour l'instant, on reste quand même dans un certain flou. Eh bien, merci beaucoup Richard pour ce survol de l'actualité, on va dire, parlementaire, hein, puisque la Knesset est partie en vacances. Eh bien, on aura l'occasion de parler de politique dans un prisme plus général dans nos prochaines interventions la semaine prochaine, jusqu'au retour de nos députés, au sein du Parlement israélien. Ça ne sera pas avant les fêtes de Pessah, c'est-à-dire bien après Pessah. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Richard. Bonne journée, à bientôt.